Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. Et à 19h21, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Nouvelle édition d'Europe 1 Soir entièrement consacrée aux suites de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Nous sommes en direct avec Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en géopolitique, prof à Sciences Po, vous êtes l'auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Le Hamas détient environ 150 otages à Gaza. Impossible de connaître le chiffre précis et maintenant menace de les exécuter. D'abord, une prise d'otages de cette ampleur avec des bébés, des personnes âgées. On avait déjà vu ça ? Ah non, mais jamais dans cette ampleur. Les Israéliens sont habitués à des prises d'otages, notamment dans les années 70, il y avait eu beaucoup d'attentats terroristes, mais alors en provenance du Fatahland, donc du Sud-Liban, c'était à l'époque l'OLP. D'abord, il n'y en avait pas autant, d'une part. D'autre part, c'était des terroristes qui venaient, mais qui savaient finalement qu'ils ne repartiraient pas. Et donc, les otages étaient in situ, voyez-vous. Donc, on restait dans le pays, puis l'armée israélienne tentait de les libérer. Alors si, il y avait aussi Entebbe, en 76, qui reste dans les mémoires collectives. Là, ça se passait en Ouganda. C'est un avion d'Air France qui avait été pris en otage par des terroristes palestiniens. Mais en tout cas, de cette manière-là, avec cette ampleur, et surtout, après un massacre de civils de grande ampleur, absolument jamais. Voilà, 1 millier de personnes massacrées. La présence de ces otages à Gaza, qu'est-ce que ça change dans l'action de l'armée israélienne ? Est-ce qu'elle va pouvoir y aller ou pas ? Est-ce qu'elle va devoir prendre certaines précautions ? Est-ce qu'elle va tenter de les libérer ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors, je vais être extrêmement clair avec vous. C'est la libération d'otages, y compris d'ailleurs parfois même de dépouilles mortelles. Pour Israël, c'est un fondamental. Ça, c'est vraiment c'est essentiel, c'est connu dans le pays, c'est connu à l'étranger. Cette fois, le paradigme a changé. Et l'ampleur et la nature du massacre perpétré par le Hamas en Israël est telle que l'opinion israélienne est vent debout et dans une rage que je n'ai jamais connue. Je peux vous dire que ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce conflit et sur cette société que je connais par ailleurs bien et dont je connais la langue. Et là, on a quelque chose de différent. C'est-à-dire que le gouvernement israélien va réinvestir militairement au sol la bande de Gaza. Donc je ne suis pas en train de vous dire que la libération des otages ne sera pas une variable importante dans ces prises de décision tactiques et stratégiques, mais de toute façon, il ira. Et un certain nombre de mots, de gestes, toute une scénographie d'ailleurs, nous l'indique et l'exprime clairement. Et on peut craindre que le Hamas joue la guerre psychologique en diffusant des images d'exécution d'otages. Oui, bien sûr, mais ils l'ont déjà fait, puisque en réalité, ils ont filmé une grande partie de leurs exactions. Et d'un point de vue tactique, il s'agissait bien évidemment de terroriser, comme le font d'ailleurs par définition les terroristes, la population israélienne, mais aussi de démontrer au dur du camp, dans les camps les plus extrémistes du monde arabo-musulman, que seuls eux avaient été capables, ce qui est vrai d'ailleurs, d'entrer sur le territoire israélien et de commettre un tel massacre pratiquement depuis 1948. Bon, donc si vous voulez, tactiquement, il y a eu cette volonté de montrer, de présenter, d'assumer Urbi et Orbi des images de barbarie. Bien évidemment qu'ils vont continuer. Et cette attaque, d'ailleurs, a entraîné un vrai élan de solidarité dans tout le monde arabe, notamment le Liban, la Tunisie, l'Égypte. Est-ce qu'on peut imaginer une contagion terroriste ? Alors attention, d'abord, je me permettrai de nuancer. Le monde musulman, c'est 2 milliards de personnes. Le monde arabe, c'est 350 millions. Moi, je n'ai pas vu 2 milliards ni 350 millions de personnes, ne serait-ce que dans le monde arabe, manifester leur joie. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a eu des manifestations ici ou là de joie, c'est vrai. Il y en aura sans doute davantage lorsque les Israéliens pénétreront à Gaza naturellement, c'est vrai. Mais enfin, on n'est pas sur l'ensemble du monde arabo-musulman. Mais il y a beaucoup de messages aussi sur les réseaux sociaux qui se réjouissent de ce qui s'est passé. Des messages qui circulent énormément et des vidéos qui circulent énormément dans le monde arabe. Après, on ne peut pas généraliser, bien entendu. Vous avez raison, mais quantitativement c'est très important. Avant l'existence des réseaux sociaux, ces gens-là étaient déjà pro-palestiniens, mais on ne voyait pas. Enfin, vous voyez, donc je pense qu'il n'y a rien de véritablement nouveau ni de totalement phénoménal. Le problème maintenant, c'est pas tellement les opinions publiques arabes, ce sont les gouvernements. Et moi, je pense que les signataires des accords d'Abraham ne remettront pas en cause ces accords qui datent de 2020, parce que ça leur a apporté des avantages tout à fait substantiels. Alors précisez les accords d'Abraham. Oui, pardon. Alors en 2020, vous avez 4 États arabes, donc 2 poids lourds que sont le Maroc et les Émirats arabes unis, 2 pays moins importants, Bahreïn et le Soudan, qui reconnaissent
l'État d'Israël. Bon, alors évidemment, c'est une grande victoire diplomatique pour Netanyahou et pour Israël de manière générale. Ces États arabes, moi, je pense qu'ils ne vont pas dénoncer ces accords, cette reconnaissance. Je le dis en deux mots. Du côté marocain, on a obtenu en échange de cette reconnaissance la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Washington. C'est absolument gigantesque aux yeux des Marocains. Quant aux Émiratis, eux, on leur a accordé, toujours les Américains, des escadrilles de chasseurs bombardiers dernier cri F-35, et puis bien évidemment, ils bénéficient des techniques et des ingénieurs, des renseignements et accessoirement des touristes israéliens. Moi, je ne pense pas que ces États vont remettre en cause les accords d'Abraham. Cet après-midi, Emmanuel Macron a estimé vraisemblable, c'est son terme, que le Hamas ait bénéficié de l'aide dans son opération, de l'aide de l'Iran. C'est plus que vraisemblable, non ? Ah, c'est plus que vraisemblable, c'est absolument certain. Vous savez, c'est pas nouveau parce que depuis l'affaire du fameux bateau, le faux bateau de pêche Karina en 2001, si ma mémoire est bonne, on sait que l'Iran soutient, alors pas tellement religieusement, idéologiquement, vous savez, l'Iran c'est une puissance chiite, hein, donc le Hamas c'est un mouvement islamiste radical sunnite qui lui-même déteste les chiites. Mais en tout cas, face à l'ennemi commun qui est Israël, l'Iran effectivement a apporté un savoir-faire technologique et sans doute d'ailleurs, quasi militaire en réalité, on l'a vu il y a quelques jours, au Hamas. Et d'ailleurs ça correspond très bien à un agenda général consistant pour Téhéran à ne jamais attaquer Israël de front, parce que ces gens-là sont des fanatiques mais pas des imbéciles, et ils savent que le rapport de force serait défavorable, mais d'encercler et d'attaquer Israël, mais par des voies de contournement, Hezbollah au Liban bien sûr, et Hamas au sud dans la bande de Gaza. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais enfin l'ayatollah Khamenei, qui est la plus haute autorité d'Iran, a démenti l'implication de son pays, bien évidemment. Ne bougez pas, vous restez avec nous, Frédéric Ancel. On va marquer une petite pause et on sera aussi tout à l'heure en direct avec le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Europe 1 Soir, 19h-20h, Hélène Zellani. Et on continue à parler de l'attaque terroriste du Hamas et de ses conséquences en Israël, mais aussi en France. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce qu'Israël a vraiment les moyens d'anéantir le Hamas ? Alors ça, c'est une grande question. Je pense qu'Israël a les moyens d'anéantir les capacités militaires du Hamas. Ça, oui. Première question, à quel coût ? Est-ce que le coût ne va pas être rédhibitoire ? Parce que je connais bien Gaza, je peux vous garantir que pour aller y crapahuter et surtout pour aller y combattre, c'est même pas c'est pas une mince affaire. Mais ils ont décidé de le faire. Après, la deuxième question est la suivante. Est-ce qu'on peut l'éradiquer dans les esprits et dans les cœurs ? Alors là, c'est très très différent. Parce qu'en réalité, le Hamas n'est pas qu'une organisation terroriste. C'est cela aussi, on l'a bien vu. C'est une organisation islamiste radicale, on le savait, il faut le répéter. Mais c'est aussi une organisation qui, comme souvent d'ailleurs les extrémistes politiques ou religieux, fait du social, distribue et a distribué longtemps la soupe populaire, là où l'OLP de l'autorité palestinienne était inconséquente et n'y parvenait pas. Et c'est aussi une organisation administrative, maintenant c'est un gouvernement, etc. Donc si vous voulez, le problème, c'est le fait de savoir, même si Israël parvient à détruire les capacités militaires du Hamas, ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les Israéliens restent sur place ? Ils veulent surtout pas. Ça a été un cauchemar Gaza, ils en sont sortis en 2005. Ils en savent quelque chose. Ok. Alors maintenant, s'ils se retirent, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Hamas ne va pas se reconstituer ? Vous comprenez le dilemme, en fait, il est terrible pour Israël. Ça paraît quasiment impossible. Ismaël Haniyeh, qui est le chef du Hamas, il vit au Qatar. Est-ce que c'est possible de l'atteindre là-bas ? Vous savez, les Israéliens ont démontré quand même depuis au moins les années 60 qu'ils savaient frapper, même s'ils échouent parfois lamentablement à leurs propres frontières, ils savent frapper très loin. Alors après, frapper au Qatar, ça poserait des problèmes diplomatiques, mais de toute façon, perdu pour perdu, le Qatar finançant à fond perdu le Hamas, ce serait possible. Maintenant, est-ce que ça serait intéressant d'un point de vue militaire ? Alors évidemment, ça redorerait le blason et la crédibilité qui a été sévèrement atteinte ces derniers jours des renseignements israéliens, du Mossad, de l'Aman, du renseignement militaire, et éventuellement de l'armée. Certes, mais est-ce que ça changerait grand-chose sur le terrain ? J'en suis pas tout à fait certain. Alors, merci beaucoup Frédéric Ancel. Vous restez avec nous. Je voudrais aussi accueillir le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Les autorités françaises affirment qu'il n'y a aucune menace terroriste avérée sur le sol français, mais je cite, une grande vigilance est de mise face au risque d'une action isolée contre les intérêts juifs au nom de la défense de l'islam. Est-ce que vous entendez parler d'incidents ? Est-ce que vous craignez l'importation du conflit ? Il y a eu des incidents, mais qui ont été
repérés par la police qui sécurisaient de manière plus visible et plus évidente les lieux de culte et les centres communautaires et les écoles à partir de demain. Mais ce qui est essentiel, c'est que oui, il faut toujours rester sur ses gardes. Ce qui s'est passé en Israël nous l'a démontré. Le terrorisme frappe quand on s'y attend pas. Et moi, pardon, de penser Bible, mais je connais un verset à la fin de Deutéronome qui dit, voilà, tu t'avachis, tu te crois en sécurité, mais la réalité, c'est qu'il faut toujours être sur le qui-vive. Toutes nos sociétés occidentales, nous avons appris à notre corps défendant, malheureusement, que nous devons rester toujours sur le qui-vive. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur a réuni les principales institutions de la communauté juive de France pour mettre en place un dispositif à la fois de veille, mais également de contrôle et de vigilance effective devant les synagogues, les écoles, et au fond pour l'ensemble de la société. Parce qu'on ne peut pas sécuriser une partie des lieux sans sécuriser l'ensemble de la société. Et il faut rappeler que la communauté juive française représente moins de 1% de la population, mais qu'elle est visée par plus de 60% des actes anti-religieux. Est-ce que vous, à titre personnel, vous conseillez une prudence particulière à tous ceux qui portent la kippa ou qui se rendent à la synagogue ? La prudence est de toute manière une posture valable pour tout le monde. De nos jours, vous savez, de nos jours, vous pouvez prendre un coup de couteau parce que on vous refuse une place de parking. La violence a envahi la société. Et donc, de toute manière, il faut être prudent. Mais il y a quand même quelque chose de particulier dans les synagogues, les lieux juifs. C'est que quoi qu'il y ait dans le monde, y compris le Covid, qui n'a rien de politique, qui est une épidémie, il y aura toujours des gens, sur Internet en particulier, qui vont en rendre responsables les Juifs et qui vont développer une sorte de haine maladive contre les Juifs qu'on appelle l'antisémitisme, qui est une forme de cancer de nos sociétés modernes. Et, moderne, l'antisémitisme a existé de tout temps. Mais on voit bien que les sociétés où l'antisémitisme prend de la place et de l'ampleur sont des sociétés qui vont mal. Donc je crois qu'important de le tenir comme un indicateur de bien-être dans notre société. Et on voit bien, vous avez raison de le rappeler, les chiffres sont quand même affolants, même si nous sommes 1% de la population. On voit bien à quel point l'obsession de certains de nous rendre responsables de tout et de vouloir faire du judaïsme et des juifs le bouc émissaire de tous les maux du monde est une permanence de certains qui n'arrivent pas en fait à endosser leurs propres responsabilités. Haïm Corsia, le dernier bilan du Quai d'Orsay sur ce qui s'est passé samedi en Israël, cette attaque terroriste, compte 8 Français décédés, 20 portés disparus. Cette situation des otages, j'imagine que ça vous préoccupe énormément. Est-ce que vous avez des contacts avec certaines familles ? J'ai parlé avec une famille qui a perdu son enfant. C'est terrible parce qu'il y a dans ce pays quelque chose de l'ordre, de la Terre Sainte, l'État d'Israël. C'est une forme d'aspiration spirituelle, mais aussi d'accomplissement pour certains. Et de mourir dans ces circonstances et conditions, c'est quand même très, très compliqué pour eux. Et moi, j'étais bouleversé par l'échange avec la maman du petit. Et je me dis, quand on ne sait pas, c'est peut-être pire encore. Quand on sait, voilà, on a le corps, on peut commencer un deuil. Mais quand on ne sait pas, et c'est cette attente que je trouve inhumaine, indigne de quelque combat que ce soit. Il y a donc 20 Français portés disparus, parmi eux Céline, qui est une jeune mère de famille enlevée sur la route du festival dans le désert du Negev. Je voudrais qu'on écoute quelques instants ce que dit sa cousine Aurélie. Elle était à moins de 1 kilomètre. On a entendu aux informations qu'il commençait à avoir des bombardements. Ma tante a dit qu'elle n'avait plus de nouvelles de Céline depuis le matin. Donc on a attendu, mais sans nouvelles depuis. On se sent complètement démunis, seuls. Le gouvernement français, on essaie d'appeler à l'aide, mais malheureusement c'est très flou et il n'y a pas beaucoup de réponses. Très peu, même zéro. On perd pas espoir. Il faut pas, en tout cas. On sait qu'on va la retrouver. Je sais qu'elle est courageuse. Je sais qu'elle reviendra saine et sauve. Voilà. Aurélie, c'est la cousine d'une jeune femme qui a été enlevée, qui garde espoir. Le Talmud dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Vous pensez que ces otages ont une chance de revenir chez eux ? D'abord, il faut rester convaincu de cela. Sinon, il n'y a plus d'efforts à faire pour les libérer. Je crois qu'il faut être convaincu
que soit par la pression internationale, soit par le fait que les responsables, ceux qui aident le Hamas à vivre, y compris un pays comme le Qatar par exemple, peuvent faire appel au reste d'humanité chez ces terroristes pour expliquer qu'aucun combat ne pourra se satisfaire du massacre, du massacre des innocents, le massacre des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'ont jamais peut-être approché simplement une arme de leur vie. Et brusquement, on en fait eux-mêmes des objets de rejet d'humanité. Moi, je trouve que c'est la pire des choses de la pénalisation, mais vous avez raison. Tout le monde, la communauté internationale, doit garder espoir, parce que le retour de ces otages serait, au fond, l'affirmation que malgré tout, il y a un partage d'humanité. Frédéric Ancel, vous entendez ce que dit Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Vous pensez que ce retour des otages, on vous a entendu assez pessimiste tout à l'heure, parler de ce que ces otages pouvaient devenir, sachant qu'Israël va lancer vraisemblablement incessamment une opération terrestre sur Gaza. Ça peut avoir très grande influence sur le sort aussi de Benjamin Netanyahou à la tête de l'État d'Israël. Oui, là, vous me posez une question. D'abord, évidemment, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le grand rabbin. Après, vous me posez une question géopolitique et aussi, finalement, politique. Il y a ce qu'on appelle en Israël le syndrome Golda. Golda, c'est Golda Meir. Alors en 73, vous savez que les premiers jours de la guerre du Kippour ont été catastrophiques, notamment du fait de la faillite du renseignement militaire. Bon. Et très rapidement, une commission d'enquête s'est mise sur pied et on a considéré, et la population considérait que décidément le merdal, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire l'impéritie ou l'inconséquence avait régné et cette commission d'enquête, elle a finalement poussé Golda Meir, mais également le très prestigieux ministre de la Défense, Moshe Dayan, c'est le général au bandeau, a démissionné. Et d'ailleurs, les élections suivante, enfin celle de 77, finalement sera définitivement perdue pour le Parti travailliste au pouvoir depuis 30 ans. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que à la tête de l'État, vous avez aujourd'hui un Premier ministre qui dispose des prérogatives essentielles en matière de défense et d'affaires étrangères. C'est Netanyahou. Donc évidemment, il va d'une façon ou d'une autre être concerné d'abord par le déroulement naturellement de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, et il devra rendre des comptes, ainsi que le ministre de la Défense et peut-être d'autres aux responsables. Mais je crois que pour l'instant, il faut, et ce qui a été dit par M. le rabbin est très juste, il faut bien évidemment garder espoir, ne serait-ce que parce que à la tête du Hamas, vous avez des fanatiques, mais pas des imbéciles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en principe, en général, connaissent les rapports de force et savent ce que peut, pour le terme, ce que peut rapporter la vie d'un otage. Et vous vous souvenez, et tout le monde se souvient du cas de Gilad Shalit, qui a été échangé finalement... Au bout de 5 ans. C'est vrai, mais d'autres otages avaient été libérés plus tôt dans l'histoire des conflits israélo-arabes contre plus de 1000 prisonniers du Hamas. Donc, si vous voulez, c'est toujours possible et bien évidemment, il faut se raccrocher à cet espoir. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Ancel, expert en géopolitique, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Merci à Raïm Corsia, grand rabbin de France. Si vous le pouvez, rester encore un peu avec nous. On va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h47 sur Europe 1, on continue à évoquer la situation en Israël et en France avec le grand rabbin Raïm Corsia. Vous participiez à la manifestation parisienne hier soir. Vous avez le sentiment que cette mobilisation pour soutenir le peuple israélien va au-delà de la communauté juive ? Pratiquement tous les politiques. On a des difficultés à vous entendre. Apparemment, vous avez peut-être bougé depuis tout à l'heure. On a quelques problèmes pour vous entendre. On va appeler Isabelle Benamou Erez. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous, on vous entend beaucoup mieux alors que vous êtes beaucoup plus loin. Vous habitez Herzliya, dans la banlieue nord de Tel Aviv. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes franco-israélienne. 2 de vos enfants sont en ce moment dans des bases militaires, une fille et un garçon. D'abord, ce soir, quel est votre état d'esprit ? Très, très, très triste. La triste. tristesse avant tout ? Oui, parce qu'on vient de nous annoncer qu'il y aura plus de 1000 morts. Les chiffres viennent de monter et on passe à plus de 1000 morts. Et est-ce que vous tentez de
de vaincre cette tristesse, vous tentez d'agir. Ah, complètement. Vous savez, le peuple israélien, on a une tristesse ponctuelle. On se donne des moments de tristesse. On les choisit, nos moments. Là, maintenant, je viens de regarder les nouvelles israéliennes. Je me permets d'être triste. Mais après, dans la journée, je fonctionne. Je suis triste, mais je fonctionne. Je cherche partout à faire du bénévolat. Je m'occupe. Je suis dans l'action. Et alors, ça consiste en quoi l'action pour vous? Alors, en quoi ça consiste l'action? Bah, déjà, la première action, ça a été de parler à tous mes amis étrangers, de leur demander qu'ils m'envoient de l'argent le plus rapidement possible, et ensuite de courir au supermarché, de faire envoyer des colis aux soldats parce qu'on a eu un petit souci de logistique les 2 premiers jours. Aujourd'hui, c'est complètement terminé, mais on leur envoie des gâteries, du Nutella, des bêtises, on les gâte. Ce sont tous nos enfants. Vous savez, les soldats en Israël, c'est pas un corps de métier. On est tous soldats à un moment dans sa vie. Haïm Corsia, grand rabbin de France, vous entendez ce que dit cette habitante d'Herzliya? J'imagine que vous partagez totalement ce qu'elle dit. Oui, parce que d'abord c'est très émouvant, et puis surtout, on oublie que les soldats en Israël ne sont pas les mêmes qu'en France. En France, nos soldats sont des soldats de métier plus âgés. Ah, décidément, je crois qu'on n'a pas de chance avec la liaison. Vraiment désolé, Haïm Corsia. On retourne au nord de Tel Aviv avec Isabelle, qui habite donc à Herzliya, la banlieue nord de Tel Aviv. Vous nous disiez que ce qui domine, c'est la tristesse. Est-ce que parmi les autres sentiments que vous ressentez, il y a aussi de la colère et de l'espoir, ou pas? De l'espoir, on en a toujours. Le peuple juif est un peuple qui est rempli d'espoir. On a toujours une lumière au bout du tunnel. Ça, c'est une règle de vie. Après, la colère, oui, bien sûr, on ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Comment vous faites pour supporter les images terribles qui circulent, j'imagine, dans tous les médias israéliens, bien sûr sur les réseaux sociaux, sur les atrocités commises par le Hamas? Ça doit être quasiment impossible à supporter de voir des images pareilles. Personnellement, je me limite énormément. Je préfère être dans l'action, je préfère agir dans le bon, soutenir, je sais que c'est une barbarie qui vient de se passer. J'aurais envie de l'appeler un pogrom. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui vient de se passer. Il n'y a pas de mots assez violents. Il y a pas de mots. Non, non, et c'est certain, il n'y a pas de mots. La barbarie, il me semble que la barbarie est un mot qui convient assez à ce qui s'est passé. Des tout petits bébés assassinés ou pris en otage, des personnes très âgées. C'est difficile de le qualifier autrement que de la barbarie. Oui, Euh, oui. est-ce Et que puis vous avez... maintenant, comme... Pardon, allez-y, allez-y. Oui. Non, je disais maintenant, en plus, on commence à nous raconter des histoires personnelles. Et il y a des personnes qui témoignent, donc on s'identifie à leur peine. On ne peut pas accepter ce qui se passe. Et quelle est la vie quotidienne aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que, dans une certaine mesure, une vie quotidienne reprend doucement ou pas du tout? Oui, elle va reprendre, mais ça, c'est la particularité, c'est la force et l'endurance d'Israël. Même dans les pires époques, dans les époques des attentats, on avait un attentat à 8 heures du matin, à midi, le restaurant était déjà installé de nouveau. Et les gens allaient là-bas. Moi, je me souviens d'être allée dans un restaurant où il y avait eu un attentat le matin. Et ça, c'est spécifique, on le voit nulle part ailleurs. C'est vraiment cette capacité de résilience, le mot à la mode, mais qui est assez bien adapté à la mentalité israélienne en ce moment. Oui, c'est notre force, c'est notre endurance. On va réessayer d'avoir en ligne Haïm Corsia, le grand rabbin de France. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, voilà, je vous entends mieux, pardon. Je pense que ça va mieux. Je crois que vous vouliez nous parler des difficultés des Français qui veulent revenir. Oui, oui, mais d'abord, je voulais vous dire à quel point ce que vient de dire votre témoin est bouleversant.
Parce que oui, quand on dit 1000 morts, et ça augmentera malheureusement, c'est un chiffre, c'est une abstraction. Mais quand on vous raconte l'histoire de chacun et de chacune, et la spécificité de la société israélienne, c'est exactement ce que nous avons vécu, nous, pendant le Bataclan, pendant les assassinats de Charlie, des policiers et de l'hypercacher. C'était une individualisation. Et peu importe le chiffre, vous verrez qu'en Israël, ils vont individualiser, faire le CV de chaque mort, raconter sa vie, ses espérances. Et ça donne une proximité, mais ça donne une souffrance plus grande. Mais en même temps, ça donne une force de résilience plus grande. Et quand votre témoin dit on va reprendre la vie, elle a raison, parce que pendant que on essaie de faire des prières, tout ce qu'on peut faire maintenant, chacun et chacune à son niveau, on doit aussi s'occuper de questions ancillaires. Comment font tous nos concitoyens français qui sont en Israël, qui sont allés pour les fêtes, pour revenir en France, alors que Air France et Transavia n'assurent plus les vols pour des questions de sécurité. Il y a un vol spécial qui est organisé jeudi, ça a été annoncé aujourd'hui. Oui, mais vous pensez bien que sur un vol, ça ne pourra pas permettre à tous les Israéliens qui sont en France et à tous les Français qui sont en Israël de revenir. Donc, moi, je vous remercie, le ministère des Transports, le ministère des Affaires étrangères, des efforts qu'ils font pour trouver une solution, pour garantir et sécuriser les vols, notamment avec l'aviation civile israélienne. Mais c'est un enjeu aussi important de faire en sorte que ce couloir de vie que sont les transports aériens puisse à nouveau fonctionner pour que, oui, la vie reprenne ses droits. Haïm Corsia, grand rabbin de France, je vous remercie beaucoup. Encore une dernière question, Isabelle. La Tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien, les manifestants hier soir qui chantaient la Marseillaise et la Tikva, l'hymne israélien, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur? Alors vous savez, le plus beau sentiment que j'ai en ce moment, c'est de pleurer d'émotion. Je suis fatiguée de pleurer de tristesse. Quand hier j'ai vu sur Instagram la Tour Eiffel et j'habitais avenue de Suffren, donc j'habitais en face, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait. Vraiment, la Tour merci. Eiffel de nouveau me parlait là. Merci. On doit interrompre cette conversation, mais c'est très émouvant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Isabelle Benamou-Erez. Vous étiez en direct d'Herzliya, en Israël. Merci au grand rabbin de France qui nous a fait l'amitié d'être à nos côtés ce soir dans Europe 1 Soir.